Cet épisode, Bord de piste, est proposé par Paris Turf, le partenaire officiel d'une nouvelle série de podcasts réalisés par la FASEC. Depuis 1946, Paris Turf, média leader, est engagé dans la défense et la promotion des courses hippiques. Paris Turf met en avant les acteurs de ce monde. Paris Turf, c'est bien plus qu'une référence. C'est une invitation à vivre pleinement sa passion des courses hippiques. Alors préparez-vous, c'est parti pour 30 minutes de découverte. Bon podcast! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bord de piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. Je m'appelle Élise David, je suis directrice de l'emploi à la FASEC. Dans cet épisode, nous allons parler de la symétrie des attentions, résumée en quelques mots par salarié heureux, client heureux. Mes invités du jour sont Jean-Jacques Gressier, président-directeur général de l'Académie du service, qui est à l'initiative de la marque de la symétrie des attentions. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et Stéphane Vatine, coach, Equicoach et co-gérant de Cagno Consulting, qui anime un collectif d'Equicoach. Bonjour Stéphane. Bonjour Élise. Et oui, chacun d'entre nous le sait, il est urgent de préserver le personnel qui vient cruellement à manquer et à attirer toujours plus de propriétaires. Voici un sujet éclairant qui vous apportera des clés pour le maintien de vos salariés, tout en améliorant la satisfaction de vos propriétaires. Tout d'abord, Jean-Jacques, merci d'être là. Pourriez-vous vous présenter rapidement ? Oui, je m'appelle Jean-Jacques Gressier. J'ai fondé l'Académie du service il y a pas mal d'années au sein du groupe Accor. Quand des entreprises qui n'avaient rien à voir avec l'hôtellerie sont venues nous demander de l'aide en nous disant « Écoutez, nous, on a un problème avec le service, la relation client. Et vous, on voit que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. C'est naturel chez vous. On voit que vous avez des méthodes. Est-ce que vous acceptez de les partager avec nous ?» Comme un hôtelier, ça ne dit jamais non quand on frappe à sa porte. On a monté une organisation pour répondre à ces entreprises qui n'étaient pas concurrentes, qui n'étaient pas des entreprises hôtelières. Et ça nous a amené, le fait de vouloir les servir, nous a amené à modéliser un peu des éléments de la culture du groupe Accor. Et c'est comme ça qu'est né le concept de la symétrie des attentions, qui était vraiment quelque chose qu'on n'avait même pas à formuler au sein du groupe, tellement il était évident dans la façon dont on était accompagné en tant que manager, que si on voulait avoir des clients heureux dans nos hôtels, il fallait qu'on ait des employés qui soient heureux d'être là. Donc on a formulé ce concept de la symétrie des attentions. Et depuis, on le documente et on le développe. Alors, qu'est-ce que veut dire ce concept ? C'est une évidence dès qu'on le formule. On dit en fait que la qualité de la relation entre une organisation et ses clients est symétrique de la qualité des relations qu'il y a à l'intérieur de l'organisation. Et cette démarche ainsi formulée fait donc un pont, on le comprend, entre une préoccupation marketing, je veux avoir des clients qui soient heureux, qui me recommandent, qui soient enchantés. Et pour ça, pour les servir, il me faut des collaborateurs les plus engagés possibles. Donc on fait un pont entre le marketing et les ressources humaines. De ce point de vue-là, aujourd'hui, la symétrie d'attention n'est plus jamais contestée. Beaucoup d'entrepreneurs se l'accaparent, ils la comprennent bien, parce que quelque part, c'est du bon sens. Mais c'est pas parce que c'est du bon sens que c'est facile à mettre en œuvre. Parce qu'on peut aussi dire que la symétrie, elle a une dimension verticale, entre le pont marketing et ressources humaines, mais il y a aussi une dimension qu'on peut mettre dans l'autre sens, la verticalité. Parce que la symétrie, elle dit aussi qu'on reproduit les comportements qu'on reçoit. Et c'est là que la symétrie d'attention est parfois un peu difficile, même auprès de dirigeants que moi j'accompagne, qui sont sincères, qui veulent vraiment mettre en place la symétrie d'attention. Mais le fait de dire « il faut que je sois exemplaire », et la seule façon d'accepter l'exemplarité, c'est d'accepter qu'on n'est pas toujours exemplaire. Donc cette démarche humilité, elle n'est pas si facile. C'est pourquoi on accompagne les équipes dirigeantes dans les entreprises à installer cette symétrie. Et elle est prouvée aujourd'hui par l'état d'enquête. Nous, tous les ans, on fait un baromètre national sur 14 secteurs pour voir comment cette symétrie des attentions s'installe dans les entreprises françaises, et on la mesure au travers 11 dimensions. Et après, on aide nos clients à choisir 2 des 11 dimensions sur lesquelles ils peuvent faire un effort. Je prends un exemple. Par exemple, est-ce que mes clients se sentent considérés ? La considération, c'est est-ce que je me sens reconnu comme une personne unique ? Et moi, collaborateur, est-ce que je me sens considéré comme quelqu'un qui fait du mieux que je peux par mon employeur ? On peut parler aussi de la sentiment de confiance. Est-ce qu'en tant que client, je me rends compte que mon fournisseur me fait confiance ? Ou est-ce que dès que je lui dis quelque chose, il remettrait presque ma parole en doute ? Et puis moi, en tant que collaborateur, est-ce que mon employeur me fait confiance ? Ou est-ce que je suis toujours que sous l'observation d'un contrôle, j'allais dire militaire ? Donc c'est ça la symétrie. Et pour la mettre en place, il faut choisir parmi les 11 dimensions, celles sur lesquelles on va faire concrètement des choses pour la mettre en œuvre. Parce qu'il y a derrière tout ça, nous à l'Académie, depuis le temps qu'on fait ça,
On a 11 dimensions et on a 150 pratiques d'excellence qui couvrent ces 11 dimensions. Jean-Jacques, comment se définit le choix des 2 dimensions sur les 11 ? Alors, comme on fait un baromètre chez nos clients, ou des fois on fait des baromètres sectoriels, on va voir quelles sont les dimensions qui ne sont pas du tout installées ou insuffisamment, qui ne sont pas perçues par les clients, pas perçues par les collaborateurs. Une des dimensions premières, on pourrait dire, c'est le comportement et le savoir-vivre. Ça fait partie des 11 dimensions. Si vos clients vous disent, non, quand je m'adresse à cette entreprise, je ne trouve pas le b.a.-ba des règles de savoir-vivre, et si les collaborateurs disent, quand on se parle entre nous, c'est jamais très poli, on voit bien qu'on peut avoir là une priorité. Donc on fait toujours un choix avec nos clients par rapport à cette mesure que nous faisons. Par quoi est-ce qu'il faut commencer ? Parce que parfois on peut trouver par exemple des dimensions qui sont pas mal installées chez les collaborateurs, mais pas chez les clients. À ce moment-là, on peut s'appuyer sur le fait que les collaborateurs vivent cette dimension. C'est pas si difficile que ça d'aller la faire vivre aux clients. À l'inverse, on a des fois des dimensions qui sont encore vécues par les clients. Je vais reprendre mon exemple du comportement et du savoir-vivre. Mais si les collaborateurs disent non, nous, entre nous, maintenant, quand on se parle pas bien, on peut supposer que très vite, les clients vont également noter cette dimension comme non installée. Voyez. Donc, il y a une réflexion tactique. Et souvent, ce qu'on fait, nous, c'est de dire à nos clients, non, vous attaquez pas aux 11 dimensions. Vous en prenez 2, 3 maxi, et vous faites concrètement des choses, et on les aide à mettre en place des actions concrètes. Voilà, c'est une démarche d'amélioration continue. C'est une démarche d'amélioration continue. Et nos clients font un baromètre de la symétrie des attentions tous les ans. Vous voyez, pour voir si ils ont progressé par rapport aux actions qu'ils ont mis en place. Et certaines entreprises obtiennent même un label, on a mis la barre très très haut sur ce label. Et c'est le label Équipe heureuse, client heureux. Et donc on a des clients qui ont ce label et qui communiquent dessus. On en a qui l'ont et qui ne communiquent pas parce que dire client heureux, équipe heureuse, ça les gêne encore un peu. Ils ont peur que ça fasse un peu trop, fanfaron. Mais ils s'en servent quand même dans leur communication interne. Puis d'autres clients nous disent on va faire le baromètre, mais on sait qu'on ne peut pas prétendre au label. On sait qu'on a encore beaucoup d'étapes à franchir. Les entreprises aujourd'hui qui ont le label sont des entreprises qui travaillent ces sujets de symétrie d'attention, c'est-à-dire très engagés, avoir des clients enchantés et des collaborateurs motivés. Ils travaillent ça depuis 5-10 ans. Et à ce moment-là, effectivement, ils ont forcément des résultats. Et d'ailleurs, quand on compare les entreprises qui ont le label et les entreprises qui ont une excellente réputation dans leur secteur, c'est les mêmes. Il n'y a pas de hasard. C'est des leaders qui courent depuis plus longtemps que les autres et qui courent plus vite que les autres. En gros, on pourrait dire ça comme ça. Beau parallèle avec l'univers des courses hippiques. Et d'ailleurs, puisque vous parlez des courses hippiques, il se trouve qu'à l'Académie du Service, qui est une entreprise de taille modeste, dans le cadre d'une formation, d'un stage plutôt de cohésion d'équipe, en discutant avec une coach qui nous avait déjà accompagnés, elle m'a proposé, puisqu'on travaille nous beaucoup à l'Académie sur les gestions des émotions, quand on veut améliorer la relation client ou la relation collaborateur, 80% du chemin à accomplir, c'est de comprendre dans quel état émotionnel est l'individu qu'on veut rencontrer au travers d'une relation client ou une relation collaborateur. Et comme on était déjà très préoccupé par cette capacité à capter les émotions, cette coach nous a proposé de faire ensemble un stage où on a pratiqué l'Equi-Coaching. Et c'est comme ça que j'ai découvert, cette magie, parce que ça fait vraiment comprendre des choses que je n'aurais pas compris si je n'avais pas eu cette expérience. C'est pour ça que Stéphane est avec moi aujourd'hui. Tout à fait. Justement, Stéphane, vous êtes Equi-Coach et co-gérant de Cagno Consulting. On parle de clients, on parle de collaborateurs, mais on a un vecteur supplémentaire qui est le cheval. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de cette méthode ? Alors, j'ai entendu plein de mots qui ont résonné avec nos pratiques. Jean-Jacques, tu le sais puisque tu l'as vécu. Ce que Jean-Jacques appelle la symétrie des attentions. Nous, on le vit en Equi-Coaching avec nos clients parce que le cheval est un miroir. Le cheval est un médiateur, en fait. Et le cheval est un miroir, c'est pas une invention. Je veux dire, Isabelle Claude, qui est une auteure reconnue dans la médiation équine, l'a écrit avant. Elle a écrit un livre qui s'appelle Le cheval miroir de nos émotions, puisqu'il s'agit de gestion émotionnelle, d'humilité par rapport à ce qui nous envahit dans nos émotions. Le cheval, en fait, va être notre partenaire pour permettre au client de voir par lui-même la relation qu'il propose en retour. C'est-à-dire que le cheval va lui renvoyer sa relation en retour, sans jugement, sans interprétation, sans affect au sens réaction émotionnelle. Il y a de l'émotion qui s'exprime, mais elle n'est pas amplifiée par une interprétation. Elle n'est pas filtrée. Elle n'est pas filtrée, voilà. Donc cette symétrie des attentions, nous on la vit sous forme de reflet entre la relation qu'amène le client avec le cheval, qu'il ne connaît pas forcément, puisqu'on reçoit des clients qui n'ont
sans doute quelquefois jamais côtoyé de chevaux. C'était le cas de mon équipe. Comme d'autres, voilà, qui ont côtoyé des chevaux. On reçoit des cavaliers également, qui changent de monde tout d'un coup d'ailleurs, avec la médiation équine et l'équicoaching. Et donc le cheval va en fait aider le client à accepter que la relation qu'il propose puisse impacter l'état émotionnel du partenaire. Alors que si c'était un homme ou un consultant qui lui disait, ce serait un petit peu plus difficile à recevoir. Tout à fait. Jean-Jacques, on a parlé des 11 dimensions de la symétrie des attentions. Vous pouvez peut-être nous parler plus précisément de deux d'entre elles ? Ah oui, avec plaisir. On peut en décortiquer. Je vous ai déjà un petit peu parlé des règles de comportement et savoir-vivre. J'ai parlé de la considération, qui est une dimension qui a pris beaucoup d'importance parce qu'avec toutes les incertitudes du monde d'aujourd'hui, on peut dire la Covid, puis la crise économique, puis la guerre qui est à nos frontières, les gens ont des peurs. Et plus vous avez peur, plus vous avez envie d'être considéré comme un être humain unique au monde. Tout le monde a toujours voulu ça, mais là, c'est encore plus présent. Si vous ne faites pas des choses pour montrer à vos clients que vous les considérez dans leur unicité, et avec vos collaborateurs, c'est pareil, à ce moment-là, les gens ne se sentent pas considérés. Alors que quand ils se sentent considérés, quoi qu'on dise aujourd'hui des clients, ils sont fidèles. Et quoi qu'on dise des collaborateurs et des jeunes, ils sont également fidèles. S'ils se sentent considérés, ils n'ont pas de raison d'aller voir ailleurs, sauf quand ils veulent gérer une évolution de carrière. Donc la considération est très intéressante. Pour parler d'autres dimensions, par exemple, il y en a une qui s'appelle la compétence et le soutien. Quand je suis client et que je m'adresse à mon fournisseur, est-ce que je sens que je m'adresse à quelqu'un qui est compétent, voilà, il sait de quoi il parle, et je le ressens, et c'est ça que je viens chercher aussi. Et en tant que collaborateur, est-ce que je sens que mon employeur m'aide à développer mes compétences ? Vous voyez ? Il y en a une aussi qui est très intéressante, c'est l'écoute et le feedback. En tant que client, quand je dis quelque chose à mon fournisseur, est-ce que je sens qu'il m'écoute avec attention ou il attend que je passe à autre chose ? Et moi, en tant que collaborateur, est-ce que j'ai du feedback sur la façon de faire les choses ? Et quand on dit feedback, que le feedback est énormément pratiqué dans l'hôtellerie pour apprendre aux gens à faire correctement les choses. Puisque dans l'hôtellerie, quand vous avez des collaborateurs, ils font les choses devant vous. Donc l'hôtellerie a beaucoup développé cette pratique du feedback. Quand je t'observe et je te dis, je t'aide à réfléchir à ce que je viens de voir. Je ne te dis pas ce que je viens de voir, je t'aide à réfléchir à ce que je viens de voir. Et on a des statistiques en France, on en a même parlé avec des partenaires sociaux. Les collaborateurs en France disent, je n'ai pas assez de feedback de mon manager. J'aimerais bien, quand ils me disent que je fais bien, et qu'ils me le disent, puis j'aimerais bien, quand je ne fais pas bien, qu'ils me corrigent, parce que moi, j'ai envie de bien faire. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, et ça, il faut se retirer toutes les mauvaises images qu'on peut avoir dans la tête. Nous, on dit que 98% des gens, quand ils vont au travail, ils veulent bien faire les choses, et ils veulent être fiers d'eux quand ils rentrent le soir à la maison. Mais est-ce qu'on les accompagne pour qu'ils aient ces sentiments de fierté d'avoir eu une journée où ils ont été bons ? Moi, je dis souvent que le premier cours de management, c'est apprendre à dire bravo et merci. Et après, ça permet d'avoir une action de management qui est faite d'exigence, parce que dans le monde des services dans lequel je suis, il n'y a pas de qualité de service sans exigence, mais de l'exigence avec respect. Donc, apprendre à dire bravo et merci pour pouvoir dire, écoute, là, je viens de te voir faire quelque chose, on va y réfléchir ensemble. Il y a des choses que tu as bien faites, et tu vas me dire lesquelles. Et souvent, dans notre culture française, qui est une culture de culpabilité, il faut insister un peu lourdement pour que le collaborateur vous dise « Ah oui, tu as raison, ça, je l'ai bien fait ». Puis après, il faut lui faire dire ce qu'il aurait pu faire autrement. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « La prochaine fois, tu fais autrement ». Tant que la personne n'a pas décidé de changer, elle ne change pas. Donc toute la pratique du coaching et de l'accompagnement, c'est de faire réfléchir à la personne qui, à un moment, va dire « Ah oui, tu as raison, à ce moment de cette relation, si j'avais fait comme ça aurait été plus facile pour moi. » Parce qu'il y a une certitude, c'est qu'on ne change que quand on comprend le bénéfice personnel qu'on va avoir à changer. Aujourd'hui, personne ne change pour faire plaisir à son patron. Ça, il y a peut-être encore des gens qui pensent à ça, mais ça pouvait être vrai dans l'armée quand on n'avait pas de choix et qu'il fallait obéir aux ordres. Mais dans le monde civil, les choses ne fonctionnent plus du tout comme ça. Alors, c'est marrant, il y a deux petits points. C'est qu'il y a un vrai parallèle à faire avec l'univers des courses et celui de l'hôtellerie, de la restauration, d'où vient la symétrie des attentions par le groupe Accor. Donc, je pense qu'il y a déjà un beau petit écho à faire avec le monde des courses. Et globalement, on a mené une étude pour objectiver les freins au fait que les salariés des écuries courses souhaitent
se projettent durablement dans notre industrie. Et il s'avère que le manque de reconnaissance, de considération était parmi les premiers indicateurs de départ de nos collaborateurs. J'en suis pas étonné. Nous, souvent, quand on fait réfléchir les personnes, on leur montre des statistiques. Il y a plein de statistiques qui montrent qu'on ne quitte pas son employeur, on quitte son manager. C'est très différent. Tout à fait. Hein, et quand on regarde, nous, on fait beaucoup d'analyses de verbatim des clients comme des collaborateurs. Par exemple, on analyse tous les verbatim de la majorité des hôpitaux français, du côté des patients comme du côté des soignants. Mais quand on regarde de quoi les gens parlent en bien ou en mal, de quoi ils parlent quand ils parlent de ce qui les touche, ils parlent de la relation qu'ils ont eue avec le médecin, avec l'aide-soignante, avec la personne qui pose le plateau dans la chambre. Et quand ils parlent de leur employeur, ils parlent de la relation qu'ils ont avec leur manager et avec leurs collègues. Il y a une dimension qu'on oublie trop souvent, c'est la relation de coopération, d'équipe. Est-ce que je suis content d'aller le matin au travail parce que je retrouve une équipe avec laquelle je prends du plaisir à travailler? Dans l'équipe, il y a le manager, mais il y a aussi des autres membres de l'équipe. Nous, on travaille beaucoup dans les entreprises pour aider à développer cette relation de coopération et on parle même aujourd'hui de complicité. Si les gens sont dans la complicité au sein de l'équipe, quoi qu'il se passe, ils trouveront la solution collectivement, ils vont se mettre d'accord, ils vont s'arranger, ils vont être agiles. S'il n'y a pas de complicité, ils ne seront pas agiles. Vous voyez, alors que la situation, elle est toujours unique tous les jours. Hein, donc voilà, c'est des parallèles qu'on peut faire entre l'importance de la relation. Et effectivement, beaucoup de personnes veulent tout rationaliser parce que ça les rassure. Quand on veut gérer des relations clients ou des relations de management, il faut d'abord comprendre qu'on est dans le monde des émotions, de l'attention à l'autre, de l'altérité, ce qui ne s'oppose pas avec l'assertivité et l'exigence. Et Stéphane, on parle de collaborateurs, d'ambiance au travail. On a un autre dénominateur commun qui rentre en jeu, c'est le cheval. Est-ce que peut-être vous pouvez nous éclairer et nous dire ce que vous inspire ces deux dimensions par rapport aux chevaux ? Oui, il y a d'abord la dimension de confiance que Jean-Jacques a évoquée et qui, avec le cheval, les cavaliers le savent, est indissociable du respect. Et nos clients se rendent compte que quand ils augmentent leur niveau de respect, eh bien la confiance de facto en retour augmente. Et quand ils acceptent de faire confiance, de lâcher prise d'une certaine façon sur un certain nombre de choses, alors le respect du cheval augmente également. Et donc la confiance et le respect sont complètement indissociables. Il y a également un autre parallèle qui est intéressant de souligner. Jean-Jacques disait féliciter, dites quand ça va bien, etc. C'est ce qu'on appelle tout simplement en éthologie le renforcement positif. Et dans n'importe quelle relation interespèce entre mammifères, c'est opérant, puisque c'est le système limbique qui est à l'œuvre. Et je vais donc préférer interagir et coopérer avec quelqu'un avec qui je suis bien, avec qui je suis en sécurité, et en plus avec qui j'ai du plaisir à être, parce que j'obtiens du retour positif. Ça n'empêche pas, à un moment donné, de recevoir de la pression, ça n'empêche pas d'émettre de la pression. Donc en fait, dans le système limbique des mammifères que nous sommes, la pression et le relâchement qui procurent du plaisir et de l'envie de continuer sont complètement indissociables. Donc quand on met de la pression, il faut savoir mettre du relâchement et du plaisir. Et quand on met du relâchement et du plaisir, il faut savoir aussi, quand c'est nécessaire, mettre de la pression. Je crois que ça va parler aux gens de chevaux également. Et c'est indissociable de ce qui se passe dans les entreprises également. N'empêche pas d'être exigeant, mais juste. Il ne peut pas y avoir de relation de qualité sans exigence. D'ailleurs, la chose la pire que vous pouvez faire si vous voulez, je dirais, faire perdre le moral à un collaborateur, c'est de ne pas être exigeant. Si vous n'êtes pas exigeant, ça veut dire que ce qu'il fait n'a pas d'importance pour vous. Tout à fait. Donc, l'exigence, les collaborateurs la demandent. Parce que c'est un vecteur de reconnaissance. Mais la demande avec respect, avec équité. Sans jeu de mots avec le monde qui nous réunit aujourd'hui. Stéphane, est-ce que vous qui connaissez bien l'univers du cheval, est-ce que vous pensez que ce principe-là peut être à la portée de nos managers d'écurie et notamment d'écurie de course ? Je pense que c'est à la portée de n'importe quel professionnel, à partir du moment où, un peu comme le disait Jean-Jacques, chacun est capable de se mettre à la place de l'autre pour se dire, tiens, et si j'étais dans l'autre sens, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe ? Et c'est un peu, finalement, l'idée de manager ou dirigeant, traitez vos équipes comme vous aimeriez que votre patron vous traite. Et puis, si ce n'est pas votre patron, c'est vos actionnaires, par exemple.
Je me souviens très bien quand j'ai quitté le salariat dans un grand groupe où les autres vous voient comme quelqu'un qui a une situation stable, qui est tranquille, mais il a un patron. Et quand j'ai quitté le salariat et que j'ai installé mon cabinet, les gens m'ont dit « Ah ben, t'as pris un sacré risque quand même. Hein. Enfin, maintenant, t'as plus de patron. » Et alors, en fait, je répondais « Mais en fait, non. J'en ai beaucoup plus qu'avant, puisque tous mes clients, j'ai un patron. J'ai autant de patrons que j'ai de clients. » Et en fait, tout ça, c'est très lié. Il y a une interdépendance permanente. Personne ne dépend de personne. Donc la relation de confiance, la relation sur la durée qui va permettre de l'efficacité, qui va permettre du résultat, elle se construit en étant conscient de l'interdépendance que j'ai avec les autres. Et quand on est avec un cheval, qu'on essaie d'obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par la force, eh bien, c'est le seul moyen d'y arriver. C'est inspirant tout ça. Jean-Jacques, en rapport avec ce principe de la symétrie des attentions, est-ce que vous auriez des exemples à appliquer dans son quotidien de manager ? Oui, bien sûr. Je peux vous prendre 2 exemples, puisqu'en fait, très souvent, les clients viennent nous voir en majorité au départ parce qu'ils veulent que ça se passe mieux avec leurs clients. Même si aujourd'hui, des fois, on vient nous trouver pour que ça se passe mieux avec les collaborateurs. Mais dans les 2 cas, on leur dit, si vous voulez que ça se passe mieux avec les clients, bien sûr qu'on va décrire ce que vous voudriez faire avec vos clients, comment vous devriez être en relation avec eux, mais on va aussi travailler la façon dont vos collaborateurs sont en relation entre eux et avec vous, parce que si on ne fait pas ça, on n'obtiendra pas de satisfaction du point de vue de vos clients, puisque les 2 choses sont liées. Pour prendre des exemples, du côté du management, très souvent, on se rend compte que dans les entreprises, les managers ont été nommés parce que c'était des bons techniciens. Mais on ne les a pas appris à manager. Alors que manager, c'est un métier, ça demande des compétences, c'est de plus en plus complexe, parce que maintenant, on ne peut pas manager tout le monde de la même façon. Il faut manager les gens, chacun de nous est différent dans son rapport au travail, donc il faut apprendre à manager les gens par rapport à leur motivation au travail. Donc c'est beaucoup plus compliqué, donc beaucoup plus exigeant. Donc nous, par exemple, souvent, il y a une première compétence, une première pratique que les gens ne font pas et qu'on leur apprend à faire, c'est un débriefing. Je viens de te voir faire, que ce soit avec un client ou avec un cheval, là, peu importe. Je viens de te voir faire ton métier et je voudrais qu'on passe 5 minutes, une observation débrief, c'est 5 minutes. Je voudrais qu'on passe 5 minutes ensemble je voudrais t'aider à réfléchir à ce qui vient de se passer, pour ton intérêt à toi. Et c'est là où on fait exprimer aux collaborateurs qu'est-ce que tu as réussi dans ce qui vient de se passer là, dans cette interaction que tu viens avoir. Et dans notre culture française, il faut souvent poser 3 fois la question pour que le français accepte de dire « Ah oui, ça, tu as raison, je l'ai bien fait ». Oui, mais il y a encore un autre truc que tu as bien fait, mais tu vois pas de quoi je parle ? Et à ce moment-là, l'idée émerge. Ah oui, tu as raison. Donc j'ai ça, j'ai fait, ça, je l'ai bien fait. La question d'après, c'est qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement pour que tu sois encore plus fier toi-même de la relation que tu viens d'avoir avec ce cheval ou avec ce client, parce que quelquefois, c'est pareil. Et là, on fait réfléchir la personne, on peut la mettre sur la piste, mais ça ne servira à quelque chose si à un moment elle dit « Ah oui, tu me fais penser que à ce moment-là, il s'est passé ça et que si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. » Et à ce moment-là, quand vous lui dites, tu vois, la prochaine fois, ce petit point de progrès-là, ça va être ce que tu vas faire. Et là, la personne, comme elle l'a décidé, elle l'a mentalisé, ce petit point de progrès, elle va le faire. Et si on fait le parallèle avec la relation client, parce que, encore une fois, ce n'est que de la gestion de rapports humains. Quand on a un client qui arrive, par exemple, nous on travaille beaucoup sur cette relation, parce que parfois les relations avec les clients, elles ne sont pas si faciles. Quand vous avez un client, par exemple, qui arrive, on fait travailler là-dessus, par exemple, il arrive parce qu'il y a un problème avec le service qu'il a acheté ou le produit. Il arrive, il est rouge de colère. On le voit bien, ça se voit si on est un peu attentionné. On a un cheval qui n'a pas gagné sa course. Voilà, ça pourrait être pareil. Donc le propriétaire peut très bien arriver, oui, effectivement, pas content. Mais si d'abord on le regarde comme quelqu'un qui n'est pas content et qu'on se met à la place de sa déception, donc on accueille son émotion, et qu'à ce moment-là, on a une intention qui est claire. Je vais prendre un exemple, ça va vous parler. Prendre un exemple grand public. On va quitter le monde du cheval. On a travaillé pour Apple, qui est quand même une marque qui, du point de vue service client, fait des choses bien. Quand vous arrivez, je prends un exemple, votre téléphone portable que vous avez acheté cher, parce que c'est un Apple, à 5h30 du soir, il vous lâche. Vous l'avez acheté le matin ? Vous l'avez acheté peu importe quand, mais vous ne l'avez même pas fait tomber, vous l'avez pas... Non, il s'est arrêté. Vous êtes désemparé, parce que vous êtes rayé quand même de la toile du monde. Aujourd'hui, si on ne peut pas vous joindre, vous pouvez joindre personne, vous n'existez plus. Donc en tant qu'être humain, vous êtes rayé, quoi. Donc dans quel état vous arrivez ? Le client, il arrive dans le showroom d'Apple à 17h30 en disant ça ferme peut-être à 18h. Il arrive, il est
désemparé, rouge de colère. Mais il ne va pas vous dire je suis désemparé, j'ai peur de ne plus exister dans le monde. Mais c'est ça qu'il a dans son cœur à lui. Et nous, on a travaillé avec les vendeurs de Apple. À ce moment-là, c'est la personne qui va accueillir le client. Elle est formée à réparer la relation avec la marque, pas le téléphone. Le téléphone, c'est après. Comment d'abord je vais réparer, parce que la marque vient de tromper ce client. Elle l'a trompé. Donc d'abord, il faut que je répare la relation. Et une fois que j'ai apaisé, que j'ai réparé, apaisé, à ce moment-là, je vais m'occuper du téléphone. Et le client, il repartira une demi-heure après avec un téléphone neuf. Il m'aura laissé quelques centaines d'euros en plus, mais il aura toutes ses données dessus et il aura le sourire. Mais d'abord, j'ai réparé la relation avec la marque. Vous voyez, c'est là où on comprend bien qu'on gère avec les clients aussi des choses qui sont purement des émotions. Aucun client ne vous dit ses émotions, alors qu'on sait que 80% de sa décision est émotionnelle, comme tous les individus. Et donc, si on ne va pas chercher l'émotion, qu'on ne peut qu'observer. Parce que personne ne vous dit je rentre dans ce magasin et j'ai peur de ne pas trouver ce que je cherche. Ou je voudrais des renseignements, mais je suis timide. J'ose pas demander. Donc, voilà, les gens ne vous disent pas le vrai problème qu'ils ont quelque part. Donc, si vous le repérez et que vous avez... et là, on retrouve bien ce qu'on trouve dans les key coaching. Si vous avez bien une posture bien alignée, vous allez au-devant d'un client avec sincérité, le client, il va vous recevoir aussi comme tel, il va être content que vous veniez vers lui, il ne va pas vous dire « Non, j'ai besoin de rien ». Quand il vous dit « j'ai besoin de rien », c'est comme le cheval qui court quand vous rentrez dans le parc. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est pas mon métier. Mais j'ai fait la même relation. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Tout à fait. En fait, il y a un miroir et une très belle symétrie sur... Pour réussir, il y a besoin de relations et il y a besoin de résultats. Et en fait, c'est la relation qui prime sur le résultat. Il n'y a pas de résultat durable sans relation entretenue et soignée, tout simplement. Et d'ailleurs, en Equi-Coaching, on a très souvent l'occasion de faire prendre conscience au client le lien qu'il y a entre cette relation et ce résultat. Et sur l'échelle de la relation en entreprise, sur l'échelle de la relation de management, on explore vraiment toute la latitude. On a des équipes qui arrivent, qui sont sous stress, qui sont sous grosse pression par le marché, qui sont sous grosse pression par les actionnaires, qui sont sous grosse pression par les clients, par exemple. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles-mêmes, en miroir, elles reproduisent des comportements harcelants avec leurs équipes, dus à cette pression. Et le cheval les aide à prendre conscience que je comprends rien à ce que tu me dis. T'as pas l'air bien du tout. Si tu veux, on se pose 2 minutes ou moi je m'en vais et puis tu réfléchis. Et en fait, nous, c'est ce qu'on fait avec les clients. C'est-à-dire qu'on leur indique juste que là, le cheval, il peut rien faire. Il est invalidé, en fait. Il est en état de non-réponse parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un message émotionnel sous-jacent très, très profond que le cheval détecte, mais il y a un comportement extérieur visible qui est totalement incongru par rapport à l'émotion profonde qui agite le client ou l'équipe. Et donc, on a eu de cette façon des équipes qui ont pris conscience de leur comportement harcelant, par ricochet, par reflet de la pression qu'elle recevait de l'extérieur, sans pouvoir la gérer émotionnellement d'abord et techniquement ensuite. Et puis aussi, on a eu à l'inverse, de l'autre côté de l'échelle, on a eu des clients ou des équipes qui se sont rendus compte que on leur avait dit, dans les années 80, 90, 2000, le management participatif, on leur avait dit, il faut féliciter, il faut être sympa avec les équipes, et qui étaient dans une espèce d'excès de copain-copain. Et c'était très difficile pour eux, à un moment donné, de fixer un cadre. Ça me rappelle, moi, quand j'étais manager chez Accor, il m'arrivait, de par ma fonction, de faire des pots de départ de gens qui avaient fait 40 ans dans le groupe. Et comme on avait beaucoup de respect pour les collaborateurs, ils montaient sur scène avec moi pour qu'on les fête et qu'on les honore. Et je leur posais toujours la question, mais qu'est-ce qui t'a marqué durant tes 30 ou 40 ans de carrière ? Et qu'est-ce que faisaient les gens à chaque fois ? Ils me parlaient des 3 ou 4 patrons qu'ils avaient eu en 30-40 ans, qui leur passaient rien. Mais qui le faisaient avec respect. Et ils disaient, voilà, grâce à lui, j'ai appris à faire mon métier. J'ai appris à être dans l'excellence. Grâce à lui, j'ai eu de la promotion. Mais ils parlaient d'abord de cette exigence avec respect qu'ils avaient reçu. Donc il ne faut pas du tout opposer, ça peut être un peu ma conclusion, on ne peut pas opposer une vision un peu humaniste des choses, il faut faire attention aux émotions, la symétrie des attentions, tout ça, c'est un côté très humaniste de la vision de la relation client.
et de la vision de la relation au sein de l'entreprise. Mais s'il n'y a pas l'exigence avec, ça ne sert à rien et ça va nulle part. Donc il faut toujours être dans les deux dimensions. Stéphane, vous auriez peut-être un conseil précis à donner à nos employeurs de main-d'œuvre des courses hippiques qui permettrait en fait de satisfaire les attentes de notre trio cheval, salarié, propriétaire, client? C'est un peu, ça me fait penser à l'histoire de tout à l'heure. C'est qui le patron dans l'histoire, hein. C'est traiter vos équipes comme vous aimeriez que votre patron vous traite, ou si vous n'avez pas de patron, comme vos actionnaires vous traitent, ou comme vos clients vous traitent. Hein. C'est toujours penser à mettre ses chaussures dans celles de son interlocuteur et dire mais qu'est-ce qui peut bien se passer pour lui à ce moment-là? Et en fait, c'est ce que le cheval sent. Il sait réellement ce qui se passe pour vous à ce moment-là. Mais l'humain, avec son cerveau très développé et sa parole, il a tendance à masquer ça. Donc on l'oublie pour l'autre. Hein, donc c'est traiter vos équipes comme vous aimeriez que vos patrons, vos actionnaires, vos propriétaires de chevaux vous traitent. Et professionnels, traitez vos clients comme si demain, vous pourriez à un moment être leur propre client pour autre chose. C'est-à-dire qu'un jour, je vais peut-être me retrouver à vouloir acheter quelque chose, un produit ou un service à cette personne. Qu'est-ce qui va se passer ? Merci Jean-Jacques, merci Stéphane pour vos riches éclairages sur le sujet. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'Académie du service ou prendre contact avec eux, mais également avec le SYNPAC, un joli petit nom pour le syndicat des équicoachs, vous retrouverez tous les contacts dans les notes de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. C'était Bord de Piste, le premier podcast RH des courses hippiques de la FASEC. À bientôt pour un nouvel épisode.